Alors, Jean-Didier Ekory, je suis né à Oyabi. Alors, Oyabi se trouve à la frontière du Congo et du Gabon. Je suis né en Mbéré, mais en Mbéré. C'est comme ça qu'on le dit chez moi. Et je suis venu faire mes études en France il y a plusieurs années. Donc je suis Jean Lignongo, je suis Kota de Mosenjo au Congo, Ndassa au Mbamba, puisque mes parents étaient à la fois Ombamba et Ndassa. Ma mère Ombamba, mon père Ndassa. Donc je suis un Kota complet. Alors c'est plus que la culture Kota qui nous amène devant vous. C'est la spiritualité Kota, la vision que les Kotas ont de la vie et du monde. C'est ça qui nous a amenés à nous intéresser, à nous rapprocher du Meg. Parce que même si le Kota constitue le point commun, mais ce qui nous a amenés, c'est les sculptures Kota, comment nous avons perçu dans les galeries, dans les musées. Moi, j'ai été en 2017 à New York au Metropolitan Museum et j'ai vu des sculptures Kota, j'ai vu des commentaires sur les sculptures Kota, mais il y a quelque chose qui m'a ému. C'est qu'il y avait les sculptures et il n'y avait pas les reliquaires qui vont avec. Voilà, c'est le sujet. L'absence des reliquaires, les reliquaires qui n'apparaissent pas en réalité. Il y a un adage qui dit « qui cherche, trouve ». Et donc c'est dans notre quête de recherche, nous cherchions des soutiens à notre démarche de préservation de la culture Kota, notamment de la spiritualité Kota et de l'écosystème forestier. Puisque les Kotas sont un peuple forestier. Les Kotas vivent dans la forêt au Congo et au Gabon. Et donc, dans notre recherche, nous avons fait une rencontre improbable avec Floriane Morin, donc responsable de la collection Afrique. Donc, il y a eu une espèce de rencontre entre la préoccupation du musée qui cherchait à travailler avec les communautés sources. Et donc nous, dans notre quête de recherche, de soutien, nous sommes finalement tombés sur la bonne personne. En ce qui concerne les motivations, c'est ce que Jean-Didier a dit et que moi j'ai complété. En fait, nous sommes en quête de préservation de cette culture, de cette sagesse qui est menacée de disparition. Et notre logique est une logique de transmission. Mais la transmission, ici et là-bas, ici en Occident, donc pour les publics qui vont visiter l'exposition, mais également pour les publics qui sont en Afrique, qui sont dans le monde, pour nos enfants aussi. Nos enfants qui n'ont pas la culture Kota, même s'ils sont nés de parents Kota, ils ont la culture occidentale. Par cette exposition, le musée ethnographique de Genève fait une part belle aux sculptures Kota qui retrouvent leur ombre. Et les paniers qui contiennent ces sculptures remettent ces sculptures dans leur socle. Et c'était une des préoccupations que nous avions, préoccupation majeure. C'était de rétablir, au-delà de l'aspect esthétique des sculptures Kota, cet aspect esthétique qui est connu dans le monde entier, rétablir l'aspect complet de ces sculptures qui ont toujours été dans les reliquaires et dans des paniers. Alors, c'est un peu
honorer la mémoire des sculpteurs Kota qui ont travaillé ces sculptures, mais dans leur esprit, ces sculptures étaient faites pour être sur les reliquaires dans des paniers. Donc il y a réconciliation. Pour nous, il y a une réconciliation parce qu'il y a la mémoire, la nôtre, la mémoire des sculpteurs, la mémoire des ancêtres Kota qui est rétablie à travers cette exposition. J'ajouterais qu'il y a également donc, la dimension de la violence. Donc, puisque la thématique ici, c'est celle de la colonisation. Donc la violence coloniale, la violence missionnaire qui est marquée sur les sculptures que vous avez ici, les sculptures de reliquaires. Donc il y a une certaine violence, parce qu'on voit bien que ça a été amputé. La réconciliation a été faite puisque les scénographes ont réussi à reconstituer le panier. Mais dans tous les cas, dans cet exil, dans cette mutation de ces reliquaires qui sont partis de leur terroir du pays Kota, en passant par des collections privées, et puis finalement pour atterrir ici, il y a une marque physique de cette violence. Et on voulait également montrer cette violence symbolique qui a été exercée à la fois sur nos ancêtres, puisque ils ont vécu un choc émotionnel par rapport à leur pratique spirituelle. Étant entendu que ces objets cultuels n'étaient pas destinés à être vus par le public profane, mais par des initiés. Donc ces sculptures ou ces reliquaires étaient dévoilés au moment de l'initiation. Jean évoque la violence symbolique exercée sur les populations Kota et sur ces sculptures qui ont été arrachées. Vous avez, parmi les pièces qui sont présentées, vous avez une sculpture qui, au bout, sur le socle, on voit qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue historique? Ces sculptures, avec leurs reliquaires, étaient conservées dans des endroits, dans des lieux qui étaient réservés soit aux chefs du lignage, soit aux chefs du clan, soit à des initiés. Et les sculptures, les figures Kota représentaient soit des chefs de clan, soit des personnages importants au niveau des Kota. Et qu'est-ce qui se passait dans la présentation qui se faisait? C'est qu'il y avait des sculptures sur les paniers, et à l'intérieur des paniers, il y avait des ossements, il y avait des os. C'était une façon, en fait, on peut parler d'autel. Il y avait une vénération. Et les sculptures, quelle était la mission des sculptures? C'était d'éloigner le mauvais regard, les mauvaises intentions. C'était pour protéger, les sculptures étaient là pour protéger ce qui était dans le panier, le contenant des paniers. Donc, si vous voulez, ce que dit Jean, c'est que ces sculptures ont été arrachées. Arrachées à la fois de leur structure, ces paniers, et puis aux pratiques des Kota. Il y a une réconciliation symbolique par cette démarche qui consiste à mettre les sculptures dans les reliquaires. Même si les reliquaires, bon, il y a un travail esthétique aussi qui a été fait. Mais pour le regard des visiteurs, c'est une très très bonne chose, parce que les visiteurs ont l'habitude, dans certaines galeries, de ne voir que les sculptures, les figurines ou les figures de reliquaires. Et là, les visiteurs vont voir les figures de reliquaires avec les paniers. Ils vont s'interroger, mais pourquoi il y a ces paniers? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ces paniers ont longtemps manqué aux visiteurs qui allaient dans des musées ou dans des galeries. Bon, ceux qui étaient très intéressés se sont interrogés et ont obtenu des réponses, mais le visiteur lambda qui voyait dans des catalogues, qui voyait ces sculptures, il ne voyait que l'aspect esthétique, ces têtes en quelque sorte. Il manquait le corps, et le corps est là.
Et donc les visiteurs vont constater, en contemplant notre vitrine, qu'il y a non seulement des reliquaires avec des reliquaires potentiels, parce que virtuels. On est vraiment dans la relativité. Donc il y a ceci, mais il y a d'autres objets qui sont là, qui ont du sens. Les objets qui sont dans notre vitrine. Vous avez des écorces. Ça paraît banal, mais pourquoi il y a des écorces dans cette vitrine? En fait, des écorces représentent donc les arbres. Les arbres, c'est la nature. Or, les Kotas, ils vivent dans la forêt. Les temples des Kotas sont aménagés dans la forêt. C'est pour cette raison que nous avons pensé, pour reconstituer le terroir Kota, qui est un terroir forestier, mais nous avons donc apporté des écorces d'arbres sacrés. Donc vous avez au moins 3 ou 4 écorces d'arbres sacrés qui sont là. Parmi ces écorces, il y a l'écorce du kassa, dont le nom commercial est le bubinga, le nom scientifique Guibourcia tesmanii, qui est considéré comme l'arbre le plus puissant de la forêt. Ce n'est pas dit par moi, mais c'est dit par les peuples autochtones, c'est-à-dire les Pygmées. Les Pygmées considèrent le kassa comme étant l'arbre le plus puissant de la forêt. C'est un arbre qui est vénéré. Et les ancêtres, les dignitaires, les grands chefs de lignage étaient toujours enterrés sous cet arbre symbolique. Et donc vous avez ici une écorce d'un arbre puissant qui a été prélevé par moi-même. Par moi-même. Alors on peut ajouter en termes d'indices pour les visiteurs qui vont se retrouver devant cette vitrine qu'il y a des plumes. Ce sont les plumes de perroquet. Mais les plumes de perroquet, les plumes rouges de perroquet. Ces plumes nous constituent, Jean et moi. Ce sont les plumes qui sont portées généralement chez les Kotas par les mères de jumeaux. Il se trouve dans les présentations que nous avons faites, il manquait d'éléments. C'est que Jean est un jumeau. Et moi, je viens après les jumeaux. Jean, c'est un Ankera. Et moi, je suis Mbissa Kera. Quand je suis chez moi dans mon village, à Kélé, ma maman m'a toujours appelé Mbissa Ankera. Mbissa Ankera, c'est mon appellation. Et Jean a une appellation, il vous la donnera. Nous sommes, c'est ça aussi, vous demandiez ce que nous avons en commun. Nous avons en commun le culte des jumeaux. Parce que les jumeaux sont célébrés chez les Bantous, en Afrique, dans d'autres pays, et chez les Kotas. Chez les Kotas. Donc voilà, et les plumes de perroquet sont les visiteurs qui vont voir ces plumes. Pourquoi, qu'est-ce que font ces plumes? Alors, dans la dimension écologique, arracher ces plumes au perroquet, ça peut choquer, mais ces plumes sont présentes dans la vitrine parce qu'elles, non seulement elles nous parlent, elles nous constituent, mais elles parlent aussi aux sculptures qui sont là, et c'est aussi une façon de dire aux visiteurs qui vont voir qu'il y a tout un ensemble de choses, il y a tout un ensemble d'indices qui constituent la religion des Kotas, la spiritualité des Kotas. Le perroquet, c'est un oiseau, un volatile, qui a une symbolique très importante. Donc, le perroquet, il symbolise la sagesse, la communication, l'éloquence. C'est un messager. Donc la communication. Et comme disait Jean Didier, les plumes de perroquet sont un élément fondamental
hein, de la spiritualité des jumeaux. Hein, c'est-à-dire que dans l'imaginaire Kota, les jumeaux représentent la chance pour la famille. Ce sont des enfants spéciaux, hein, et dotés, semble-t-il, de pouvoirs surnaturels. Donc ils sont adulés, ils sont les parents des jumeaux, parce que ce n'est pas n'importe qui fait des jumeaux. Donc voilà, les jumeaux ont un statut particulier. Jean Didier, qui vient après les jumeaux, donc il est rattaché, il a aussi le statut de jumeau. Et donc, moi, votre humble serviteur, donc mon patronyme des jumeaux, c'est Ongoto. Donc, dans ma famille, on ne m'appelle pas Jean Lignongo, on m'appelle Ongoto. Puisqu'on parle des jumeaux, on peut vous évoquer l'enfance et l'adolescence chez les Kota. Pour devenir un adulte comme tel, reconnu au niveau du village ou de la société Kota, on passait par l'initiation. Chaque étape de la vie, notamment depuis la naissance, on a parlé des jumeaux qui ont un statut particulier, l'initiation à l'adolescence, ça permet de découvrir, de connaître d'où on vient, les ancêtres qui sont partis, les personnes âgées, c'est sa famille, une famille qui est élargie, tout ça, ça rentre dans les rites d'initiation. Et en fait, ce cadre-là de l'initiation permet d'ouvrir les yeux de la vie aux enfants qui vont devenir des adultes. Et une fois qu'on est adulte, on prend les hommes, la première chose que faisait le jeune Kota qui était reconnu après l'initiation comme adulte, c'était de construire sa case. Avec ses bras, il se faisait aider par les gens de sa famille, mais c'est lui qui prenait l'initiative. Il était devenu adulte, il restait dans le milieu du village, mais il sortait de la position d'enfance où il dépendait de ses parents pour se constituer un endroit de vie, parce qu'il était devenu adulte. Ce rite de passage, c'était par exemple la circoncision, qui est en fait une initiation. On dit on est initié à la circoncision. Donc c'est un rite particulier où on prépare effectivement l'adolescent à devenir un homme, à être en capacité d'affronter la vie avec ses aléas, avec ses difficultés, avec aussi ses moments de joie. Et donc c'est ce qu'a dit Jean Didier. On prépare l'adolescent à devenir autonome. D'abord, la construction de la case, ensuite, il faut qu'il ait une plantation à lui-même, il faut qu'il soit en capacité d'aller en forêt, faire la chasse, ramener du gibier, et puis aller à la pêche, ramener du poisson. Donc là, il démontre qu'il devient adulte. Et pour les filles, elles sont initiées au rite qu'on appelle Isimbu. Isimbu, bon, vous verrez, hein, nous avons décrit un peu dans le détail ce que cela signifie, mais c'est toute la même logique, où on apprend à la jeune fille à devenir une bonne mère, une bonne épouse. Une femme complète. On leur apprend les valeurs, les principes, notamment le respect des aînés, le respect de la vie, la solidarité, le partage. Donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on fait passer aux jeunes adultes. Cette exposition, ce volet-là, on ne l'a pas tellement décrit, nous en profitons justement pour insister sur la dimension éducative de la spiritualité Kota. Ce qui est important, c'est nous essayons de restituer notre propos, notre discours, dans un contexte à la fois culturel et spirituel. Ils avaient une vision, ils l'ont toujours.
une vision de la vie. Alors cette vision a été altérée par le contact, notamment avec l'Occident, avec les missionnaires qui avaient une pensée, une idéologie et une spiritualité qui est en cours toujours dans ces pays. Mais la spiritualité Kota, elle reste présente, elle est pratiquée encore, puisqu'il y a encore des initiés, il y a des sociétés initiatiques. Nous n'avons pas parlé du Nzobi. Le Nzobi, qui est une société initiatique secrète, est toujours présente. Nous n'avons pas parlé de la société des hommes léopards, qui a disparu, aux yeux des profanes, mais qui doit être probablement clandestine, parce que rien ne disparaît, qui doit être probablement clandestine dans certaines forêts, certaines contrées d'Afrique centrale. Mais les hommes léopards, on n'en parle plus, mais les hommes léopards intervenaient dans le processus d'initiation des garçons pour détecter ceux des garçons qui portaient des qualités d'hommes léopards pour les extraire du groupe des enfants qui étaient initiés. Le rite des hommes léopards, qu'on appelle Ngo, en fait, il n'a pas totalement disparu. C'est peut-être la forme d'intervention qui est un peu secrète, mais en tout cas, dans tous les cas, j'ai interrogé jusqu'à présent, dans certaines contrées, le rite a disparu, mais dans d'autres, il résiste, donc il existe toujours. L'initiation Ngo se fait par héritage, c'est donc la transmission est héréditaire. En fait, c'est comme aussi vous ici, qu'on appelle l'Académie française. On remplace. Donc quand il y a c'est par cooptation. Quand il y a un membre de l'Académie française qui meurt, qui disparaît, il est remplacé par un autre. C'est par filiation que l'on est initié au Ngo. Tout à l'heure, Jean-Didier a parlé du Nzobi, mais j'ajouterais que dans le Nzobi, c'est une confrérie qui a un rôle de régulation sociale. Ils avaient toujours dans leur organisation, une régulation des problèmes qui apparaissaient. Donc c'est pour ça qu'on peut parler véritablement, on n'a peut-être pas l'occasion ici, mais ça sera ailleurs, véritablement de la cosmovision de ces peuples qui vivaient, qui ont vécu, qui étaient, comme l'a dit Jean, des peuples forestiers. Les Kotas sans la forêt ne sont plus les Kotas. Toute leur production, toute leur façon de vivre, même par rapport à Dieu, leur Dieu. D'abord, ils en avaient. On en a deux, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Et ça, c'est un peu l'erreur, entre guillemets, des missionnaires catholiques et missionnaires protestants qui n'ont pas eu la même attitude. Il faut toujours faire des nuances. Et nous avons en souvenir dans les travaux que nous avons eu à explorer, un missionnaire suédois, le pasteur Anderson, qui bien entendu est allé évangéliser dans cette partie notamment sud-est Congo, et qui tout en évangélisant s'est intéressé à la spiritualité, à la religion des Kotas. Et quand il en parle, il dit pendant la colonisation, les Kotas, les initiés Kotas avaient une ruse. Il y avait le village reconnu comme tel, et puis il y avait un second village. Et dans le second village, ils continuaient à pratiquer leur culte. Et il le dit, il dit qu'il a été reçu, il a été introduit dans le deuxième village. Il aurait eu cette chance de côtoyer des initiés Kotas. Anderson, Ephraim Anderson, donc le pasteur Anderson, donc il a fait ses travaux de recherche dans le village de ma mère. Donc moi, j'ai interrogé une personne qui était le guide d'Anderson, 81 ans. Donc je me suis déplacé spécialement pour aller l'interviewer, pour qu'il nous m'explique quelle était la logique, comment est-ce que l'évangélisation s'est faite. Et effectivement, il y avait les deux villages
Et donc, chez les Kota, ils ont un Dieu immanent, inaccessible, qui est loin. Personne n'a jamais vu Dieu, d'après les Kota. Mais par contre, l'ancêtre qui a vécu celui-là, ici, on a une demande à faire à Dieu, mais c'est plutôt celui-là. Il est plus proche de nous. Donc, le Dieu terrestre. Donc, Ndiama Yolo, Ndiama Tie. Et donc, la médiation se fait à travers un certain nombre d'indices, dont un est ici. Un de ces indices, c'est le tissu de raffia. En fait, le tissu de raffia qui est exposé, c'était un tissu funéraire. Donc l'ancêtre était enterré avec ce tissu. Normalement, un tout Kota doit avoir une petite étoffe de raffia chez lui. Parce que cette étoffe fait le lien entre les vivants et les morts.